14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. Que s'est-il passé? Ces lunettes de Top Gun, je crois qu'il y a vraiment un message subliminal qui est je suis prêt à me battre. Qu'est-ce qui se passe avec Maverick? Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre. C'est le tigre qui mange le plus d'antilopes dans la savane. C'est un signe de détermination. Je l'ai vu jouer les durs à cuire. Please, respect the instructions. Emmanuel. Sometimes it's too slow, for sure. Macron. And needs to be reformed, for sure. Quelle est ton mission? Maverick, bon Dieu. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 22 janvier 2026. Perico Légas est avec Maud Koffler à l'antenne pendant 2 heures. Et en face de moi, toujours aussi vigilant, Julien Delmas qui s'assure de la perfection de cette émission. Et Emmanuel Galasso qui attend vos questions au 0826 300 300. Vous l'appelez parce que les sujets du jour ne manqueront pas de vous interpeller, de vous intéresser. La France existe-t-elle encore? Quand on voit la façon dont le président des États-Unis d'Amérique traite celui de la République française, on souffre pour son image. Nous recueillerons l'avis du journaliste québécois Stéphane Bureau, qui nous parlera de lui, du continent américain, et on verra avec lui qu'est-ce qui va se passer si Monsieur Trump va plus loin. Est-ce que les Québécois vont venir en France? Ou est-ce qu'on va rattacher le Québec à la France? Je plaisante, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut tout imaginer. Par 10 voix de majorité, le Parlement européen repousse de 12 ou 18 mois la signature du traité du Mercosur en demandant l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Victoire ou sursis pour nos agriculteurs, on verra. Nous en débattons avec le député européen belge Benoît Cassard, qui est justement co-initiateur de la résolution pour une saisine de la Cour. Son avis sera évidemment passionnant. De 13 à 14 heures, je recevrai Patrice Bollon sur un sujet gigantesque, illimité, la crise. Est-ce que finalement la crise, c'est pas la vie? Le mot, la chose, l'histoire, il a publié un livre et il verra que finalement il y a des définitions diverses et variées de la crise qu'il faut apprendre à vivre avec, et quelquefois elle est source de solutions. On fera un tour du côté du ministère de l'Intérieur où peut-être que les policiers, lorsqu'ils auront besoin de faire usage de leurs armes, seront considérés en légitime défense. L'Assemblée nationale légifère là-dessus, suite à une résolution des Républicains pour que les policiers ne soient pas systématiquement inquiétés lorsqu'ils ont fait, ou qu'ils soient inquiétés vraiment à bon escient lorsqu'ils ont fait usage de leurs armes. On parlera de ces salariés d'Orange qui doivent revêtir un GPB, un gilet pare-balles, puisqu'il y a eu des impacts de coups de fusil. Oui, tout se passe bien en France. Quand on voit la photo, en France, à Marseille, on tire sur les commerces. Alors pas les cabines téléphoniques, mais les commerces. D'ailleurs, ils sont pas les seuls à devoir se mettre des gilets pare-balles. Les services secrets algériens auraient recruté un ingénieur au ministère des Finances. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Ça se passait au mois de mars. L'affaire est en train de se déliter et évidemment, ça ne arrange pas les affaires entre la France et l'Algérie. Il y a de la corruption en prison. Il y a eu déjà plusieurs condamnations. Je n'aime pas dire le terme maton, mais les gardiens de prison, le personnel pénitentiaire vivent, j'allais dire, de revenus assez modestes. Quelquefois, ils sont tentés d'être soudoyés par des gens qu'ils sont censés surveiller, mais qui disposent de beaucoup de moyens financiers. Quelquefois, on troque des services, tous ces avantages contre de l'argent. On verra où en est cette situation. Un village administré par 2 maires, et oui, c'est Ataillan, Loire-Atlantique. Le maire et son adjoint, en fait, se partagent la fonction de maire. Ça se passe très bien. Comme quoi, on n'est pas forcément obligé de monopoliser le pouvoir. On peut aussi le partager pour une meilleure administration de la vie publique. Et puis Maud Koffler nous parlera des sénateurs qui, contre toute attente hier, on en parlait avec notre invité, et bien justement, ils ont rejeté l'article 4 sur la fin de vie, ils ont adopté l'article 1, ils ont rejeté l'article 4, et alors on verra est-ce qu'ensuite l'Assemblée nationale, il y aura une suite forcément, et on parle même de référendum avec monsieur Macron. Et puis une tragédie à Marseille, voyons, on reparle de Marseille, où une maman a été assassinée. À Nice, pardon. À Nice, oui. Voilà, excusez. Mais la réflexion de Ciotti, c'était, il faut pas que Nice se transforme en Marseille. Voilà, c'est ce qui m'a induit en erreur. Toutes mes excuses à nos amis marseillais que j'adore. Oui, il se passe déjà tellement de choses là-bas. C'est pour ça. Voilà, enfin, il s'agit en tout cas d'une maman à Nice qui a été assassinée devant son bébé. Et Maud Koffler nous racontera cette tragédie. Je
Je vais dédier cette humeur du jour à Jean-François Kahn, dont on commémore aujourd'hui le premier anniversaire de la mort le 22 janvier 2025. Un hommage à titre personnel, puisqu'ayant œuvré plus de 30 années à ses côtés à l'événement du jeudi et à Marianne, celui qui fut mon maître et dont je fus l'ami n'est pas étranger à ma présence sur cette radio, Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Le Parlons Vrai n'était pas seulement la raison d'être de Jean-François Kahn, pour la simple raison qu'il ne concevait pas autrement le métier de journaliste, considérant que ceux qui se partent du manteau de l'information objective, il les considérait comme des tartuffes. Un journaliste parle toujours de quelque part, le neutre est en soi, la neutralité est en soi une idéologie absolue. Soit il l'assume, et les choses sont claires, y compris dans la confrontation avec d'autres confrères, au nom du débat qui enrichit l'information et les idées, soit il s'en défausse afin de masquer le fait qu'il n'assume pas ses opinions, ou qu'il fait très attention à ce qu'il dit. Souvent, le propriétaire du média est assez vigilant. Jean-François Kahn fut le premier à parler de pensée unique dans ses éditoriaux, celle qui consiste à éviter ou contourner le réel au nom d'une vérité officielle. Le cas le plus prodigieux de pensée unique fut observé à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen de mai 2005, lorsque la quasi-totalité des médias, des commentateurs, des éditorialistes, sur tous les titres et presque toutes les ondes, se prononcèrent pour le oui, en expliquant qu'il ne pouvait en être autrement et qu'une victoire du non signifierait un retour à l'âge de pierre et une honte pour la France aussi affligeante que le régime de Vichy. Favorable au oui, mais indigné par l'absence de débat et les anathèmes jetés sur les partisans du non, Jean-François Kahn ouvrit les pages de Marianne afin que toutes les parties s'expriment. On se souvient du résultat, victoire du non à près de 55%, et de la réaction d'une pensée unique, jetant enfin le voile en insultant à travers les éditos des grands quotidiens ces Françaises et ces Français devenus racistes, xénophobes, bellicistes, renfermés sur eux-mêmes pour mieux regarder en arrière, en quelque sorte les Gaulois réfractaires avant l'heure. On voit aujourd'hui où en sont ce que l'on appelle encore l'Union européenne et sa monnaie, l'euro. Peu de temps avant sa mort, Jean-François Kahn me confiait qu'avec le recul, s'il avait imaginé le nombre de bouses contrées après cette foire européenne, non seulement il aurait appelé à voter non au référendum de 2005, mais très probablement aussi à celui du traité de Maastricht en 1992. La plus grande fierté de Jean-François Kahn était de reconnaître ses torts publiquement lorsqu'il se trompait, ce qui lui arrivait parfois, et de venir au secours de ceux qui après avoir été léchés, étaient lâchés, puis lynchés. Oh, la pratique continue encore avec de beaux jours aujourd'hui. Il recevait et écoutait tout le monde pourvu qu'il n'y ait pas dénigrement ou disqualification de l'adversaire, et sa fierté fut d'avoir créé une rubrique « Il ne pense pas comme nous », mais où il leur permettait de s'exprimer. Ses valeurs et ses principes sont aussi ceux de Sud Radio, et c'est sans doute sur cette antenne, avec toutes les nuances requises, que la pensée de Jean-François Kahn continue à vibrer le plus intensément. Vous êtes bien sur Sud Radio. Dans un instant, Trump, la France et l'Europe. On en parlera avec un spécialiste du sujet, le journaliste québécois Stéphane Bureau, avec qui nous serons en ligne dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler en direct, à prendre la parole, à lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix pour fêter la Chandeleur en famille de vous offrir jusqu'au 2 février 50% de remise immédiate sur le deuxième produit au choix de la gamme pâte à tartiner Nutella. 50% de remise sur le deuxième produit au choix Nutella ? Eh ben, c'est les crêpes qui vont sauter, pas le budget. Auchan, le choix, le bon. Offre valable sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. C'est la dernière des marques des soldes chez But. Et le souci quand on doit ajouter moins 10% sur des produits déjà soldés jusqu'à moins 70%, c'est qu'il faudra être bon en calcul mental. Et puis si c'est pas le cas, vous en profiterez quand même. But. Et votre maison bat plus fort. Date selon arrêté préfectoral, conditions en magasin sur but.fr. Sud Radio Anglette. 103.9. Sud Radio. La facturation ne devrait jamais être une perte de temps. Avec vosfactures.fr, tout est automatisé et déjà prêt pour la facturation électronique 2026. C'est simple, fluide, sans stress. Résultat, moins de contraintes, plus de sérénité au quotidien. Entrepreneur, quelle que soit votre activité, découvrez le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr. Une facturation intuitive, intelligente, simplifiée. Vosfactures.fr, la solution clé en main, pensée pour vous. PDP en cours d'agrément. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Pour celles qui aiment la mode, qui a du cœur et un style unique, Kiabi en fait toujours plus pour les familles.
Découvrez notre coup de cœur, le jean droit en coton, dont 20% recyclé à seulement 10 €. Confortable, tendance, il existe aussi en version femme pour un duo mère-fille complice qui réunit les générations. C'est le bon moment pour craquer en magasin ou sur l'appli Kiabi. La mode à petit prix. Conditions sur kiabi.com. Mais Théo, il est 8h du matin, on va pas manger des sardines, ça va pas bien toi. C'est peut-être votre fils qui ne va pas bien. Des tartines maman, des tartines. Ou alors c'est votre audition qui commence à baisser. Chez Écoutez Voir, faites le point sur votre audition et prenez rendez-vous sans plus tarder. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Bilan auditif à but non médical ne permettant pas l'essai ou la vente d'aides auditives. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Pour un bilan auditif complet, il est recommandé de consulter un médecin ORL. Point de vente soumis au code de la mutualité. Tu veux apprendre un métier utile et concret? Deviens apprenti dans l'artisanat. Avec CMA Formation, tu apprends un savoir-faire, tu es payé pendant ta formation en apprentissage et tu décroches un diplôme du CAP au Bac+3. Rendez-vous le 24 janvier pour nos portes ouvertes dans près de 150 centres partout en France. Inscription sur artisanat.fr. Lidl, ça vaut le coup. 5 steaks de porc Origine France à 3,14 €, ça vaut le coup. 5 steaks de porc Origine France à 3,14 € au lieu de 4,49 €, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les 5 steaks de porc sont à 3,14 € au lieu de 4,49 €, soit 30% de réduction. Lidl, ça vaut le coup. 400 grammes, 7,85 € le kilo avec Lidl Plus, 11,23 € le kilo 100. Origine France, offre valable jusqu'au 28 janvier. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Donald Trump n'a oublié personne hier lors de son discours à Davos. L'Europe en a largement pris pour son grade et la France en particulier, que Donald Trump estime ne plus reconnaître. Pour le président américain, l'Europe ne fait que des mauvais choix et prend la mauvaise direction. Il a également confirmé sa volonté de conquérir le Groenland. On fait le point avec Stéphane Bureau, journaliste québécois et fondateur du podcast Contact. Bonjour. Bonjour Stéphane Bureau, merci d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Bon, les choses vont vite, l'actualité est bousculée. Vous, en tant que journaliste canadien, québécois, déjà je voudrais votre avis sur ce qui se passe. Vous êtes inquiet, vous êtes interpellé ou vous êtes un peu habitué aux facéties du président des États-Unis ? Un peu de tout ça. On est surtout aux premières loges. On est les voisins immédiats et premiers des États-Unis. Donc, les Mexicains, les Canadiens goûtent beaucoup à la méthode Trump. Alors, évidemment, il faut être inquiet, sinon lucide, parce que le président ne fait pas toujours ce qu'il dit qu'il fera, mais il le fait à l'occasion. Les Vénézuéliens, ou à tout le moins M. Maduro, l'a appris à ses dépens. Et puis, il faut aussi relativiser tout ça parce qu'on connaît la méthode maintenant de mieux en mieux d'ailleurs. Alors, il négocie en larguant une grenade et une fois qu'il a pris la mesure des dégâts, il poursuit la conversation. C'est un peu ce qu'il a fait ce week-end avec ses menaces tous azimuts de droits douaniers imposés qui à la France, qui à 8 pays européens qui avaient eu l'idée saugrenue d'envoyer des soldats au Groenland. Et on voit aujourd'hui, sinon hier, que c'était une menace, mais qui pour autant ne sera pas au rendez-vous, puisqu'il nous laisse comprendre qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Mais c'est d'ailleurs la méthode Trump. Il est toujours difficile, même en amont, de savoir exactement ce qu'il veut. Donc, il est facile pour lui aussi, derrière, de dire « j'ai gagné ». Stéphane Bureau, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train d'appliquer le principe de la force de dissuasion nucléaire à la force de dissuasion verbale? Voilà, je vous pulvérise, je vous écrase, je vous ruine. Il sait qu'il va savoir un impact puisqu'on sait qu'il est capable d'eux, sans aller jusqu'au bout. Et finalement, beaucoup d'observateurs ont fait remarquer ici, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite trouvé une solution du côté de l'OTAN? On dit aux États-Unis, le Groenland reste le Groenland, mais on met des bases de l'OTAN de façon à ce que vous soyez protégés. Finalement, il a gain de cause. Vous êtes d'accord? C'est pas si absurde comme méthode. On peut la critiquer, mais c'est pas si absurde. Mais j'ai pas parlé d'absurde. Je vous dis simplement que c'est une méthode qui est à géométrie variable. Des fois, il va au bout de la menace, d'autres fois moins. Je vous rappellerai, mais vous l'avez sans doute déjà souligné, qu'à plusieurs reprises, on le traitait de débile, sinon de demeurer en 2017, quand il suggérait aux Européens d'augmenter leurs dépenses de défense en disant, vous pardonnerez ici le détour, Daddy, parce que c'est comme ça que M. Rutte l'appelle dans ses SMS, le papa américain n'a pas vocation à payer toutes les dépenses, y compris pour les alliés européens. C'est un peu ce que disait Donald Trump en 2017. Aujourd'hui, il est admis de tous, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine, que l'augmentation des dépenses ou des dépenses militaires est au menu. Mais quand il a commencé à en parler, on disait, non, de quoi se mêle-t-il? Il se mêlait déjà un peu de ses affaires parce que les Américains, depuis longtemps, sont surpris de la générosité avec laquelle les citoyens en Europe
et ailleurs ont accès à des programmes sociaux que les Américains n'ont pas, alors qu'ils paient en partie pour la défense. Alors, sur l'opération Groenland, il y a aussi une logique adjacente. Il dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous soyez soucieux de ce bout de glace, c'est comme ça qu'il l'a décrit hier, et de la sécurité que ça représente pour l'Amérique en particulier, alors que je vous en parle depuis un certain temps. Et je ferme ma parenthèse en disant à tous ceux qui doutent de sa cohérence qu'un des premiers gestes annoncés par Donald Trump en janvier dernier, sinon début février, c'était la commande de 12 brise-glaces, parce que la marine américaine n'a pas ces outils essentiels pour faire valoir sa souveraineté dans le Grand Nord. Il faut compter sur les Canadiens. On en a 2 ou 3, soit, mais c'est pas suffisant. Et pour autant, ils ne sont pas américains. Donc, quand il a annoncé cette intention, c'est qu'il savait pertinemment là où il allait dans cette volonté, disons, hégémonique sur l'espace continental jusqu'au Groenland. Stéphane Bureau, le président américain utilise la formule de bout de glace pour le Groenland. Souvenez-vous, vous qui êtes québécois, Voltaire parlait de ces quelques arpents de neige pour lesquels la France allait... Arpents de neige pour lesquels... Et quand on vous a abandonné sur les plaines d'Abraham, on reviendra sur cette histoire tragique. Est-ce que finalement... tout ne porte vous connaissez vos classiques, monsieur. Oui, maudit français. C'est pas ce que je vous dis. J'habite ici, je serais très mal placé pour les maudire. J'ai bien compris. Est-ce que tout ne porte pas à croire que finalement M. Rutte n'a fait qu'appliquer la stratégie, c'est-à-dire que tout ça était prévu d'avance, et comme par hasard, M. Rutte sort de son chapeau une solution pour laquelle M. Trump s'exclame en disant « mais ce type est génial », c'est exactement ce que je voulais. On a l'impression que tout ça était un peu prémédité, vous en convenez ? Alors, oui, sinon qu'avec Trump, il est très difficile de savoir précisément là où il va. Il parlait d'un concept de deal. Alors, un deal, c'est une chose. Un concept de deal, c'est l'étape qui précède. Il y a donc apparemment quelque chose. Est-ce qu'ils s'étaient entendus sur ce concept avec Rutte? Ils ont de bonnes relations. Ils sont en bonne intelligence, il faut le dire. Et il est facile de rire du secrétaire général de l'OTAN pour ces messages qui ont été publiés parce qu'il y a eu des captures d'écran où il l'appelait Daddy, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on peut tous sourire. Mais peut-être que cette servilité est le prix à payer pour être en bonne intelligence avec Donald Trump. Et de là à savoir si c'était prémédité, organisé, la seule réponse qui compte sera celle du Danemark, parce que M. Rutte ne peut pas négocier en lieu et place du Groenland et du Danemark. Mais déjà, le territoire du Groenland était pour l'essentiel à la portée des Américains. Ils ont des ententes qui les lient au Danemark depuis 1951 qui leur permettent de déployer librement des militaires comme ils le veulent en prévenant simplement Copenhague. Alors là, est-ce qu'il y aura des fractions de territoire qui seront carrément consenties où on dira c'est souveraineté américaine, un peu comme une ambassade et un territoire qui est consenti? Est-ce que c'est la même logique qui s'appliquerait aux éventuelles bases américaines? Est-ce que ça serait suffisant pour que Donald Trump dise « Banco, j'ai gagné ». Stéphane Bureau, là, vous parlez de vous avez dit quoi? Servilité pour M. Rutte? Oui. Apparemment. Oui, alors la docilité de Mme Ursula von der Leyen n'est pas mal non plus par rapport aux États-Unis, au président Trump. Parlons un peu de l'image de la France. Vous êtes québécois, vous êtes sensible à notre sort, je sais bien, le vieux continent. Est-ce que vous estimez que l'image de la France a été amoindrie, affaiblie, soit par la façon dont le président des États-Unis nous traite, soit par les prises de position ou les déclarations quelquefois maladroites ou ambiguës du président Macron? Comment on voit ça depuis Québec et Montréal? Écoutez, je peux vous parler de ce qu'on dit, pense au Québec et à Montréal, et aussi en France, puisque je travaille ici. Moi, je pense que la parole de Trump a permis de serrer les coudes. S'il y a quelque chose, il y a eu une réaction gauloise, astérix, à l'idée que nous étions collectivement menacés par ce vilain qui tâche, qui s'appelle Donald Trump, et c'est d'ailleurs la caricature à laquelle on le réduit souvent. Pour ce qui est des déclarations du président Macron, alors là, oui, je pense qu'il s'est d'abord exposé un peu au ridicule quand il s'est présenté à Davos avec son look Top Gun, qui a fait rire un peu partout, y compris à Davos. Alors, je comprends qu'il y avait une conjonctivite. Et sur les déclarations, c'est surtout les incohérences ou contradictions répétées sur le Mercosur, par exemple. En voyage à l'étranger cet été, c'était une bonne idée. Et puis, à quelques jours de la deadline, le président Macron qui dit pour nous, ça sera non. Un non qui n'est pas retentissant puisqu'il ne pouvait ne pas savoir que c'était déjà plié, c'est-à-dire que son nom ne changerait rien à ce que le traité serait appliqué. Donc, c'est peut-être davantage, sont des incohérences ou des contradictions, c'est peut-être le fait
de gouverner quand on n'a plus beaucoup de pouvoir. Bon, c'est un voisin quand même malgré tout stimulant ou un peu dérangeant pour les Canadiens et pour les Québécois en particulier? Très dérangeant. C'est perçu comme quelqu'un qui est toujours en ingérence dans les affaires du Canada. Il faut voir que dans la petite histoire récente, le premier ministre qui a été porté au nu, M. Carney, avant-hier pour son discours à Davos, justement, où il prenait acte de ce que les choses avaient changé dans les rapports entre les États, qu'on n'était plus dans un monde de transition mais de rupture. En fait, il ne faisait que constater l'évidence depuis quelques mois, mais Mark Carney, qui est un libéral et qui a succédé à Justin Trudeau, n'avait pas vocation à devenir premier ministre parce que ceux qui étaient largement en avance étaient les conservateurs, une formation qui n'est pas semblable au Rassemblement national, mais qui pourrait avoir quelques atomes crochus. Il était acquis pour tout le monde par les sondages depuis des mois que les conservateurs allaient l'emporter, jusqu'à ce que Trump s'invite dans l'équation. C'est-à-dire que parce que justement, on présumait qu'il y avait peut-être une bonne intelligence entre ces conservateurs et Donald Trump, les Canadiens ont choisi de reporter au pouvoir le gouvernement libéral, soit avec un nouveau chef, mais pour autant le même gouvernement qui était détesté, qui était considéré comme calamiteux dans tous les sondages et qui n'était qu'un gouvernement minoritaire. Or, j'observe ce que fait en ce moment le Rassemblement national en France, avec d'abord Marine Le Pen qui est très vite montée au créneau, c'était après l'intervention au Venezuela, pour dire c'est un viol de souveraineté inadmissible ce que font les Américains et Donald Trump. Et puis avant-hier, je pense, Jordan Bardella, qui disait on doit déchirer l'entente commerciale de vassalisation qui nous lie aux États-Unis et la preuve de toute façon est répétée de son mépris par ce qu'il vient encore de faire en nous menaçant de droits douaniers. Stéphane Bureau, je voudrais juste avant de vous libérer faire un tout petit peu de politique fiction. Est-ce que cette tension entre le Canada et les États-Unis ne peut pas inciter les Québécois à rêver, vous parliez de souveraineté, la souveraineté association, est-ce que le rêve échoué de René Lévesque en 76 et de Jacques Parizeau en 95 sur ce référendum de souveraineté du Québec, est-ce que les Québécois sont pas tentés de se dire, quitte à tomber sous le joug des États-Unis, autant prendre notre souveraineté et voler notre propre aile, quitte à se rapprocher un peu de la France? Réponse, non. Sur cette possibilité que ça puisse être sous le joug des États-Unis. Mais oui, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre de tir pour le Parti québécois qui pourrait être reporté au pouvoir et qui promet un référendum, pourrait être reporté au pouvoir dans les prochains mois. Parce que d'ici 28, tant et aussi longtemps que Trump sera président, pour la première fois peut-être, serons-nous en face d'un interlocuteur qui ne mise pas sur un Canada fort et uni. Donc, il pourrait opportunistement espérer une victoire des forces souverainistes, sachant que ça fragiliserait le Canada. C'était pas du tout la posture de Bill Clinton en 1995 lors du précédent référendum. Mais pour le Parti québécois, du coup, pour les mêmes raisons qui font que les libéraux ont été réélus, c'est une mauvaise nouvelle. Alors je me permets de crier vive le Québec libre avant de vous libérer et je vous remercie Stéphane Bureau. Je me sens maintenant libéré, mais je vous propose, si ça vous dit, qu'on fasse qu'on ait une conversation sur ce seul sujet passionnant. Je vous réinviterai évidemment Stéphane Bureau, peut-être une heure d'Iran pour que vous nous racontiez justement les états d'âme de la belle province auquel nous restons sentimentalement et historiquement très attachés. Merci Stéphane Bureau, à très bientôt. Allez, on passe aux perles et vous restez bien avec nous, chers auditeurs, jusqu'à 13h et puis jusqu'à 14h, puisque tout à l'heure nous recevrons Monsieur Bollon, Patrice Bollon, si je ne m'abuse. Perico, vous avez le livre sous les yeux. Patrice Bollon, crise, le mot, la chose, voilà. L'histoire. Merci de l'annoncer. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous verrez au fur et à mesure de la conversation, vous sentirez que la crise vous concerne. Il n'y a pas que la crise de foi, il n'y a pas que la crise de nerfs. Il y a aussi la crise internationale. Et c'est un mot qui nous mange à toutes les sauces, mais qui, sa compréhension, nous ouvre l'esprit. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états. Les perles du jour. La légitime défense est-elle d'extrême droite, Perico ? Oui, Maud, l'Assemblée examine ce jeudi une proposition de loi des Républicains qui vise à reconnaître une présomption de légitime défense des policiers et gendarmes mis en cause pour l'usage de leurs armes. On sait qu'il y a l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure qui autorise les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes lorsque l'on considère que la légitime défense est avérée. Mais l'on sait aussi que chaque fois que ça s'est produit, l'inspection
direction générale des services intervient. Souvent, les familles de la victime disent que c'est pas vrai, que la personne a été assassinée. Et du coup, il y a un énorme malaise chez les policiers, on le sait. Hein. C'est un sujet sur lequel on débat beaucoup aujourd'hui dans les médias et dans l'opinion publique. Est-ce que les policiers disposent vraiment des moyens qui leur sont nécessaires pour exercer l'ordre? Est-ce que les forces de l'ordre sont craintes parce qu'elles sont respectées parce qu'elles sont craintes? Tout le problème est là. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de policiers qui vous disent, mais moi, avant de faire l'usage de mon arme, je fais très attention parce que c'est souvent moi qui vais me retrouver en tôle. Bon, il y a eu la tragédie de Nanterre avec le petit Naël et l'affaire est en jugement. Le policier, évidemment, a été mis en examen. Toutefois, il faut qu'à un moment donné, les gens qui veulent contraindre la loi, qui veulent s'opposer aux forces de l'ordre et qui sont menaçants, sachent qu'en face, ils auront des gens qui sont à la fois déterminés, maîtres de leurs moyens, et en même temps assurés de la protection de l'État et de la République quand ils exercent leurs responsabilités, et pas tout de suite vérifier est-ce que c'est pas vous qui finalement êtes les coupables. Donc on dit toujours que la peur change de camp. Si cette disposition législative peut permettre à la peur de changer de camp et à nos policiers, à nos gendarmes d'exercer leurs devoirs de façon sérieuse, et plus sereine, plus efficace, surtout parce qu'ils ont besoin de soutien, eh bien on pourra que s'en réjouir. Des salariés d'Orange contraints de porter des gilets pare-balles, c'est possible, ça se passe en France. Et Perico, on a un son, si vous le souhaitez, d'une employée du commerce qui est contrainte de porter un gilet pare-balles. Cette semaine, nous n'avons plus aucun salarié d'Orange sur le site. On est accompagné par les personnels de sécurité. Donc c'est eux qu'on met en protection maximale aujourd'hui. Hein. L'inspection du travail a demandé que leur petite cahute d'enclos sortie soit équipée de vitres blindées. Pas de circulation de personnes à moins de 10 mètres des fenêtres parce qu'il y a eu des tirs qui ont traversé les salles entières. Donc, c'est quand même un symptôme colossal, alors que ça devient un fait divers. On en parle presque avec une pointe d'humour. Ouais, ils sont obligés de se mettre un gilet pare-balles à Orange, c'est-à-dire dans les services du téléphone français. Mais il n'y a pas que. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des endroits où il est dangereux de s'aventurer la nuit, le jour, qu'il y a des commerces où les gens portent un uniforme. Ils sont considérés comme des représentants de la répression. Et aujourd'hui, on n'hésite pas en France à utiliser des armes pour manifester sa colère, sa haine, son mécontentement. On tire, il y a des morts, il y a des gens qui sont tués. On parlera tout à l'heure de cette maman à Nice. Et là, ce sont des salariés d'Orange qui sont obligés. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte le symbole? On dit toujours les gens qui arrivent de Gare du Nord à Paris, qui arrivent de Belgique ou de Grande-Bretagne, des hommes d'affaires qui voient le paysage qu'ils ont sous leurs yeux. Mais c'est ça la France. Et la France, c'est un pays où les salariés d'Orange doivent maintenant mettre des gilets pare-balles pour faire leur travail, où les pompiers n'osent plus aller dans certains endroits, où le préposé de la Poste lui-même fait gaffe. Alors, ne parlons même pas des policiers. C'est ça la République? C'est ça la République? Bon, j'espère que ce genre d'anecdote absolument scandaleuse attirera l'attention de nos législateurs et de nos dirigeants pour qu'on inverse un peu la tendance. Hein. C'est pas aux salariés d'Orange à se mettre des gilets pare-balles, c'est plutôt aux salauds à se protéger de la police quand ils auront fait des choses très graves. Une histoire une histoire folle, qu'est-ce que je raconte? Digne du bureau des légendes, les services secrets algériens auraient investi notre ministère des Finances. Oui, alors c'est le rôle, Maud Koffler, de tous les services secrets, même entre pays amis. Hein. On se met sur écoute entre présidents, entre chefs d'État. Là, c'est une affaire qui remonte au mois de mars dernier. Voilà, c'est un fonctionnaire, un ingénieur du ministère des Finances qui aurait eu des liens avec un représentant du consulat général d'Algérie à Créteil dans le Val-de-Marne. Et puis, ça s'est fini en mise en examen. On parle sous toute réserve, ce n'est qu'une mise en examen. L'affaire semble assez avancée. Au moment où les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement tendues, on se rappelle de la captivité de Boualem Sansal, et puis nous avons encore un journaliste qui est en prison, donc je suppose que le pouvoir marche sur des œufs. N'empêche que le gouvernement algérien, si ces faits sont avérés, s'est renseigné sur la situation de certains ressortissants algériens, d'opposants du régime, et il aurait voulu avoir des informations à travers cet ingénieur qui, alors est-ce qu'il a agi par pure complicité ou sous la menace plus grave, peut-être menace de mort? Voilà, l'affaire, la justice le dira, l'affaire est en cours. Enfin, c'est un fait divers qui méritait d'être signalé et dont on va savoir plus dans quelques temps. Évidemment,
les médias sont très très prudents sur cette question, et on le reste aussi. Coup de théâtre au Sénat, ma chère Maud. Les parlementaires, on en parlait hier, les sénateurs ont rejeté hier soir la proposition de loi sur l'aide à mourir, par 19 voix. Oui, ça ne s'est joué qu'à 19 voix. 144 sur 123, les sénateurs ont rejeté le cœur du texte, à savoir l'article 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir, qui entérinait le principe d'une euthanasie et d'un suicide assisté. Mardi soir, ils avaient adopté l'article 1, intégrant une assistance médicale à mourir dans le Code de la santé publique. Alors, on peut s'y perdre parce que les noms ont tendance à se ressembler, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les motifs des sénateurs. Pour la droite et le centre, cette loi qui figure parmi les promesses d'Emmanuel Macron représente une rupture anthropologique. Il était donc évident qu'ils ne la voteraient pas. Mais pour les sénateurs de gauche qui ont également voté contre, c'est la déception qu'il a emporté pour ne pas avoir réussi à restaurer le texte de l'Assemblée nationale qui ouvrait le suicide assisté et l'euthanasie aux patients en phase avancée de la maladie lorsqu'il ne leur reste que quelques mois à vivre. Reste à débattre de la proposition de loi relative à l'égal accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie, un texte sur lequel l'unanimité est possible. Mais concernant l'euthanasie, il faut rappeler qu'en mai dernier, le président avait indiqué qu'il serait prêt à recourir au référendum si le texte faisait face à un enlisement au Parlement. On y est quasiment, à suivre donc. Oui, le dossier n'est pas simple. Il y avait effectivement, alors est-ce que c'est un espoir ou une possibilité que les sénateurs adoptent? D'ailleurs, on était à la grande surprise. On en discutait avec Emmanuel Hirsch qui était là. Bien sûr, finalement, le texte a été rejeté par le Sénat. On sait que ça sera l'Assemblée nationale qui, de toutes les manières, aura le dernier mot. On se fait pas beaucoup d'illusions. D'ailleurs, c'est un débat. On prend pas parti clairement, mais enfin bon, la fin de vie, c'est un sujet très sensible. Et alors, si le président de la République qui rêve d'avoir son référendum, alors il y a des sujets sur lesquels il prend des risques. Là, il va dire avant de partir, est-ce que j'aurais fait comme ça? Il aura coché la case du référendum. Enfin, je pense que ce sujet mérite un peu plus de sérieux que des enjeux et des acrobaties politiciennes. Quelle corruption, c'est la corruption totale. Non, regardez-moi, corruption. Ce n'est pas une surprise, c'est en prison, la corruption explose et l'administration pénitentiaire peine à l'endiguer. Oui Maud, on sait que le salaire, que la rétribution du personnel pénitentiaire des gardiens de prison n'est pas énorme. Et puis voilà, arrive ce qui arrive, ils côtoient des gens qui disposent de beaucoup de moyens, des malfrats, des escrocs, des repris de justice qui sont là avec de l'argent, et à un moment donné, la tentation est terrible de se laisser corrompre, de se faire corrompre, même chose. Est-ce que c'est sous la contrainte? Est-ce que c'est la tentation d'améliorer ses fins de mois, parce que ça peut être des sommes gigantesques? Donc, on négocie un portable, un avantage, un petit peu de poudre éventuellement. Voilà. Et il y a tout un trafic qui s'installe. Il y a eu des condamnations. Non, c'est très sérieux. Il y a eu des condamnations. La justice s'en est mêlée. Beaucoup de responsables et de gardiens de prison ont été impliqués. Évidemment, ce ne sont pas tous, et je suppose que ça doit scandaliser la majorité des gardiens de prison, personnel pénitentiaire qui sont honnêtes. C'est un sujet dont on pourra peut-être débattre en invitant un syndicaliste pénitentiaire. Enfin voilà, on en est. Comment ça se fait que ça puisse se faire? Comment ces malfrats peuvent-ils disposer de moyens financiers et comment ce réseau peut-il s'organiser pour faire autant de pression sur des gardiens de prison? C'est toute la question sur la présence de téléphones portables, le trafic d'abord de téléphones portables en fait. Ça part beaucoup de là. Bien sûr qu'il y a des solutions si les gens qui nous dirigent et nous gouvernent prennent enfin les résolutions nécessaires avec un peu de courage politique. Mais ça, on pourrait le dire toutes les 10 secondes à cette antenne qu'on manque de courage politique dans ce pays. Je suis Stéphane. J'ai été élevé par 2 mères et surtout je suis heureux. Oui, alors 2 mères AIRES pour un village, ça existe et ça fonctionne apparemment. Oui, c'est le village de Théier en Loire-Atlantique. On pense que c'est la Bretagne pour certains. 1800 habitants. Arnaud Pajot et Jérôme Squelard se partagent le mandat municipal. Alors légalement, il y a bien qu'un maire. Monsieur Squelard, alors le maire c'est Monsieur Pajot. Monsieur Squelard c'est son premier adjoint. Mais pour autant, ils ont décidé de façon consensuelle de se partager le mandat de maire. Ça fait qu'il y en a toujours un disponible. Vous savez, aujourd'hui, le maire, c'est l'élu le plus proche, l'élu du territoire le plus proche des citoyens qu'on rencontre. Et là, il y a 2 maires à Théier, donc il y en a toujours un disponible. Ça se passe très bien. L'Empire romain fut dirigé souvent par 3 consuls. Ça se finissait très mal, on s'assassinait l'un l'autre. Et là, les 2 maires sont en bonne. C'est plus que de la cohabitation, c'est de la complicité, c'est du consensus. Et cette municipalité de Loire-Atlantique est merveilleusement administrée par ce binôme efficace et solidaire. Ma chère Maud, nous parlions tout à l'heure du drame de Nice. Une mère a été tuée
dans sa voiture devant son bébé, mais c'est épouvantable. Oui, ça s'est passé hier soir à Nice. Une jeune femme de 23 ans à bord de son véhicule avec son bébé de moins d'1 mois a été tuée par balle par un homme qui circulait en scooter. La maman n'a pas survécu. Un témoin raconte qu'au moment de la fusillade, elle se serait même penchée sur son enfant pour le protéger. Et c'est sans doute ce qui l'a sauvé des 10 coups de feu tirés. Pour le moment, les motifs de cet homicide ne sont pas connus. Le propriétaire du scooter a été interpellé. Il a indiqué avoir prêté son engin au beau-père de la défunte qui reste activement recherché. On penserait à des scènes de films de science-fiction ou de cinéma fantastique qu'on voit plutôt à la télévision dans des pays comme l'Amérique au temps des gangsters. Et c'est à Nice, au bord de la baie des Anges, on pense à ce petit dont la maman est morte. Et on se plaint qu'en France, on puisse aujourd'hui, que nous ayons à vous raconter des faits divers aussi tragiques que cela. Allez, vous restez bien avec nous. On va revenir sur le sujet du Mercosur avec le co-initiateur du projet de résolution pour la saisine de la Cour de justice qui a permis le report de l'application du traité libre-échange avec le Mercosur. Je parle très vite. Vous restez bien avec nous. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les eurodéputés ont voté ce mercredi midi en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord commercial avec le Mercosur. Ce résultat pourrait retarder le processus de ratification de 12 à 18 mois. On en parle aujourd'hui avec le co-initiateur du projet de résolution pour la saisine de la Cour de justice, le député européen belge Benoît Cassard. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Benoît Cassard, merci de nous donner de votre précieux temps sur Sud Radio pour décrypter donc ce retournement de situation. Le Parlement européen a finalement demandé, on repousse le délai par 10 voix d'écart, je crois seulement, le fait que le traité du Mercosur devra être soumis à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Benoît Cassard, c'était inespéré cette résolution. Mais c'était espéré au niveau du Parlement, des partis démocratiques du gouvernement du Parlement qui se sentaient depuis un certain temps assez mis à l'écart du Mercosur, puisque la Commission a joué quand même fort cavalier seul. Je suis membre de la Commission commerce international. Je trouve qu'on n'a pas été... Benoît Cassard, on a un problème de liaison avec vous. On va vous reprendre par téléphone. On va vous reprendre par téléphone, on vous entendra beaucoup mieux. Voilà, effectivement, ce qu'on s'attendait, c'est qu'il n'y ait pas une majorité, qu'il y ait cette demande de saisine était très probable, évident, de la part de certains partis au Parlement européen, mais qu'il y ait cette majorité de 10 voix malgré tout, était tout à fait inattendu. Alors, ce n'est pas une victoire pour les agriculteurs pour l'instant. C'est un sursis. C'est un sursis puisque la saisine pourrait prendre de 12 à 18 mois. Pour autant, si cette saisine aboutit à une conclusion négative de la part de la Cour de justice européenne, c'est carrément le traité du Mercosur qui serait menacé. On voit bien que, contrairement à ce qu'on nous disait, c'est terminé, c'est plié. Non, il y a toujours des recours pourvu que le Parlement s'en saisisse. On se souvient que l'Espagne et l'Allemagne avaient essayé de faire en sorte que le Parlement ne soit pas concerné. Benoît Cassard, il y avait une tentative espagnole et allemande de contourner. Voilà, il y avait une tentative espagnole et allemande de contourner l'avis et le vote du Parlement européen. Ça a été déjoué et le Parlement aura quand même finalement le dernier mot. Mais de toute façon, le Parlement devait, dans la procédure normale, avoir le dernier mot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on risque d'être confronté à une mise en application provisoire qui serait légale également. Mais nous, ce que l'on veut au niveau du Parlement, c'est vérifier que l'ensemble des articles de cet accord respectent bien les traités précédents. Parce qu'il s'agit quand même de notre souveraineté alimentaire, il s'agit de respecter le principe de précaution qui est présent dans beaucoup de textes européens. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple le mécanisme de rééquilibrage qui figure dans cet accord, qui permettrait aux pays d'Amérique du Sud, s'ils ne sont plus capables d'exporter à cause de nouvelles réglementations, d'avoir des indemnités, on trouvait ça un peu choquant. Donc on doit vérifier la légalité de tout ça, c'est juste la démocratie qui joue son rôle. Et cela me semble très important. On est au Parlement pour ça. Et je remercie d'ailleurs tous les députés français qui ont soutenu cette démarche, parce que la France a joué un rôle majeur dans ce processus. Benoît Cassard, il y a quelques articles précis sur lesquels on peut considérer que là, il y a entrave à la souveraineté européenne et aux intérêts des consommateurs et des agriculteurs européens, ou c'est le texte en général, ou est-ce qu'il y a quelques points d'achoppement plus
plus fort que d'autres. Mais le texte en général va dans le sens de beaucoup d'incohérences intellectuelles. Vous savez, depuis 4-5 ans, la législation européenne a évolué vers plus de durabilité, vers plus de biodiversité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un paradoxe énorme, c'est d'imposer toutes ces normes aux agriculteurs européens et en même temps de laisser entrer les produits. Donc il y a quand même une incohérence fondamentale à la base du projet. Mais au-delà de ça, comme je disais précédemment, ce mécanisme de rééquilibrage donne des droits encore supplémentaires aux producteurs d'Amérique du Sud qui ne seraient pas capables d'exporter les quantités prévues dans l'accord. Alors là, ça commence à être un peu fort de café et c'est pour ça que nous voulions vraiment réagir et prendre toutes les précautions juridiques parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où le droit est de plus en plus bafoué. On voit ce qui se passe avec Trump, on voit les déclarations de certains partis politiques extrémistes, ça dégénère. Donc nous, on est un parti centriste qui veut maintenir le droit, maintenir des textes et avoir de la sécurité juridique parce que sinon la société va vraiment partir en cacahuète. Alors justement, Benoît Cassard, vous êtes un élu du mouvement des réformateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros c'est la famille libérale, du centrisme libéral en Belgique? C'est la famille de la majorité présidentielle en France. Voilà. C'est la famille libérale qui est centriste, qui est la plus européenne, parce que tous ces débats, il ne faut pas rejeter l'Europe sur base qu'il y a des problèmes de ce type. C'est là où je voulais en venir. L'Europe dans le monde d'aujourd'hui est une nécessité absolue. Monsieur le député, c'est là où je voulais en venir. Vous n'êtes pas du tout anti-européiste, vous êtes très européen. Et c'est parce que vous aimez l'Europe, que vous voulez la préserver, que vous ne voulez pas que des traités, entre guillemets, scélérats, puissent venir troubler la cohésion européenne. Exactement, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, la parole facile de tout rejeter, des gens qui en même temps rejettent l'Europe, disent que l'Europe ne fait pas assez pour les agriculteurs et refusent, parce qu'ils sont nationalistes, de financer l'Europe, cette incohérence me fait vomir. Et je vous avoue que ici, on est vraiment dans le cœur du problème. On doit avoir une Europe cohérente d'un point de vue intellectuel, mais plus que jamais, on a besoin de l'Europe. Alors, Benoît Cassard, comment êtes-vous arrivé à obtenir cette majorité un peu miraculeuse, puisque les statisticiens disaient oui, mais bon, le Parlement européen, il va voter le Mercosur, puisque la majorité des États sont favorables à ce traité. Comment êtes-vous arrivé à obtenir cette majorité de 10 voix? C'est où que vous avez fait basculer certains votes? Dans quel parti? Disons qu'il y a des partis qui traditionnellement sont contre tout, donc cela est automatiquement avec nous. Et puis, il y a des partis, aujourd'hui, on voit que le bon sens retrouve sa place dans le bon sens paysan, la sensibilité à la cause agricole et à l'importance de l'autonomie alimentaire reprend sa place. Et c'est comme ça que dans tous les groupes démocratiques, on a eu au moins 30% des voix. Donc, le vote, je vais dire, il est issu de tous les partis politiques. Donc c'est pas des votes nationaux, c'est pas des votes nationaux, c'est des votes par sensibilité. Et tous les députés de tous les pays ont voté. Nationaux. Bien sûr. Non, il y a quand même des colorations nationales. Je soulignais le rôle important. Le rôle important de la France, mais évidemment, les Allemands n'ont pas la même sensibilité parce qu'ils ont toujours l'illusion que leur industrie va se retaper grâce à l'accord Mercosur, mais là on est dans l'illusion totale. Vous voulez dire que les 80 députés français ont voté d'une seule voix, ou il y en a quelques-uns qui n'ont pas voté cette... D'une seule voix. Ils ont voté d'une seule voix. D'une seule voix. Et les Allemands ont voté presque d'une seule voix, mais pas tout à fait, parce que par exemple, nous avions parvenu à ramener à notre cause des agriculteurs des différents pays en Allemagne, malgré que ils subissaient une pression terrible du PPE, le parti d'Ursula von der Leyen, pour soutenir la Commission. Donc ça a vraiment été un beau débat démocratique et, comment je dis, ça a fait évoluer aussi les mentalités. Les Italiens et les Espagnols, qui ont aussi des agriculteurs, ont aussi voté cette résolution ou pas majoritairement? Ils ont de manière très partagée. Bon, ce qui aurait été mieux, c'est que le Conseil ne valide pas l'accord dès le départ, mais Mme Meloni a fait demi-tour. Eh oui. Vous savez, les partis extrémistes parfois un peu imprévisibles. Et ce qui est favorable, par contre, c'est qu'on voit une évolution terrible des mentalités aujourd'hui, parce que ce matin, par exemple, nous avons une discussion dans la Commission Commerce International sur le prochain accord de libre-échange avec l'Inde, et là, la Commission a compris, elle a retiré
les produits agricoles sensibles de l'accord. Donc, je pense qu'on fait du boulot dans le sens de soutenir l'autonomie alimentaire et de revenir à plus de bon sens dans les accords commerciaux. Nous avons besoin d'accords commerciaux, c'est fondamental pour l'Europe qui a une balance commerciale positive et qui peut bien vivre grâce à ce commerce, mais nous devons éviter de mettre en péril des secteurs stratégiques. On voit aujourd'hui ce que coûte notre manque d'autonomie stratégique en matière de défense, en matière d'énergie. Il faut corriger tout cela. Benoît Cassard, est-ce que malgré tout, certains pays peuvent contourner la saisine et déjà entrer dans une application pratique du traité où tout est suspendu? Mais légalement, la Commission aurait le droit de mettre en place le traité avant la ratification définitive du Parlement. Mais par contre, la Commission avait donné sa parole au travers d'un gentleman agreement en disant qu'elle attendrait le vote du Parlement européen. Donc ici, toute l'institution est un peu secouée. Les institutions européennes ont été secouées par ce vote à contre-courant par rapport à ce qu'ils pensaient au départ. Et on attend de voir les propositions qui vont être faites dans les prochains jours. Merci Benoît Cassard d'avoir pris sur votre temps parlementaire pour être sur Sud Radio, nous donner ces informations essentielles. Nous n'hésiterons pas à vous rappeler parce que je pense que ce dossier aura une suite et votre avis sera très précieux. Merci infiniment et à très bientôt. Vous restez avec nous, nous allons recevoir Patrice Bologne avec lequel je vais parler de la crise. Et oui, alors je vous disais tout à l'heure, en jeu de mots, il n'y a pas que la crise de foie et la crise de nerfs, il y a les crises historiques. Alors il a écrit un traité passionnant, La crise, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. Je le reçois et nous allons voir que finalement la crise est un phénomène beaucoup plus large que l'on pense, qui a des incidences beaucoup plus amples et que quelque part la crise c'est la vie. On va discuter avec Patrice Bologne, journaliste mais en l'occurrence un peu philosophe également. À tout de suite, vous restez avec nous et vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Vous aurez certainement des questions à poser sur la crise. Est-ce que vous-même vous vivez une crise personnelle, une crise familiale, une crise identitaire, une crise civilisationnelle, une crise professionnelle? Voilà. Et Patrice Bologne aura réponse à toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Patrice Bologne. Patrice Bologne il est tout. Il est écrivain, journaliste, essayiste. C'est un intellectuel au sens noble du terme. C'est un observateur de la vie politique et culturelle française. Vous avez, Patrice Bologne, bonjour, merci d'être là. Vous avez travaillé à Libé, au Monde, à l'Express, à Paris Match, magazine littéraire. Auteur de nos bons ouvrages, dont celui-là, La crise, le mot, la chose, l'histoire, édité aux éditions du Cerf. Et puis, voilà, vous avez écrit Le Masque, la morale du masque et Sioran l'hérétique. Et vous collaborez aujourd'hui au magazine Lire, où vous vous penchez sur les phénomènes littéraires qui animent notre époque, qui en a tant besoin. Et là, Patrice Bologne, vous avez voulu vous pencher sur la crise. Mais oui, la crise, c'est un mot avec lequel on vit. Et votre ouvrage est passionnant parce que, je disais tout à l'heure en présentant l'émission, que la crise, on peut la manger à toutes les sauces, comme les expressions, la crise de foie, la crise de nerfs. Vous ne démentez pas d'ailleurs qu'on peut avoir des crises individuelles, personnelles. Il y a les crises historiques, il y a les crises philosophiques. D'abord, Patrice Bologne, penchons-nous sur la définition étymologique, c'est un mot grec, krisis, chrysos. Quelle est la signification originale du mot crise chez les Grecs? Le mot crise chez les Grecs, en fait, c'est la décision, c'est le jugement. Et donc, la première occurrence du terme, la première utilisation du terme, ça a été dans le droit grec. Et donc, crisis, ça voulait dire tout simplement le procès, mais aussi la sentence. Et alors, la chose importante à signaler, c'est qu'en fait, la justice grecque fonctionnait très différemment de la justice actuelle. Et donc, ça fait que j'ai dû rentrer un peu dans les mécanismes de la justice pour montrer de quoi il s'agissait en Grèce. Elle était plus juste ou moins juste? Je fais une parenthèse judiciaire, la justice grecque. C'est difficile à dire, ça. Ce qui se passe, c'est que... Il y avait un droit grec ou non? Il y avait un droit, mais assez, comment dirais-je, pas très canonisé, c'est-à-dire pas très... Et en fait,
le procès, c'était une lutte. Il n'y avait pas d'idée, par exemple, il n'y avait pas... C'était du contradictoire. Oui, c'était pas contradictoire. Et donc le mot crise, alors le mot crise est là, justement. En fait, donc crise, c'est un verdict aussi, si on pouvait dire. Ça voulait dire aussi la sentence. Et la sentence était prise de façon... Il n'y avait pas d'histoire comment dirais-je, de considération autre que celle du droit. C'était une décision tranchée. Donc la crise, c'est plutôt une conclusion qu'un prémisse. Hein, c'est plutôt l'aboutissement de quelque chose. C'est très bien, ça me permet de dire la seconde grande occurrence, beaucoup plus importante, c'est la médecine. Et là, évidemment, la chose qui est très intéressante, c'est que le mot crise est venu, c'était un mot important de la doctrine hippocratique, d'Hippocrate et les gens qui se réclamaient de lui. Et la chose très importante à dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour nous, on parle de crise en domaine médical, quand il y a un mal qui intervient. Alors la crise de foie, d'abord qui n'existe pas, le foie ne fait pas mal, hein, il peut avoir une pathologie. Mais alors, pour Hippocrate, le mot crise voulait dire pas du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est la réaction du corps à un mal qui l'atteint. Donc plutôt un signe de santé, quelque part. Voilà, oui. C'est d'ailleurs, j'ai pu parler dans mon livre de travail de la crise. Pour Hippocrate, la crise est un travail. C'est-à-dire que c'est pas un événement, c'est le corps qui réagit à cet événement. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est la signification véritable du mot crise, qui aujourd'hui a été complètement galvaudé au point que c'est devenu un slogan. La crise, c'est ce qui intervient après le mal, et aujourd'hui on a complètement changé puisqu'on appelle crise n'importe quel événement qui disturbe. Patrice Bollon, je mets tout de suite les pieds dans le plat par rapport à l'actualité. Si je comprends bien ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Europe, le Mercosur, la crise, c'est pas le fait qu'il y ait un Mercosur, la crise c'est le fait que l'Europe décide à un moment donné de dire non au Mercosur ou de dire non à Trump. C'est la crise, c'est la réaction, c'est le sursaut. Voilà. Et pas forcément l'effondrement devant l'adversité. Tout à fait, mais il se passe qu'on peut pas combattre la façon dont les mots sont utilisés, on peut juste essayer de les redresser. Et effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, parce que l'idée de crise est très importante. Elle peut être remplacée par d'autres, mais de façon autant garder le mot crise, qui est un très beau mot en plus. Mais j'ai voulu lui redonner son contenu véritable, parce qu'elle en a perdu, mais évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inflation. L'inflation du mot crise a amené au fait qu'elle n'a plus véritablement de sens précis. Alors, vous expliquez, Patrice Bollon, qu'elle a aussi des évolutions ou des dérivés étymologiques. Le mot critique, par exemple, ou discrimination, trouve ses racines dans le concept de crise. Oui, exactement. C'est-à-dire que même le mot critique, en fait, était utilisé indifféremment avec celui de crise jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les deux viennent de la racine grecque crisis. Il y a un livre très important qui est d'un des plus grands historiens du XXe siècle, un Allemand qui s'appelait Koselleck. Et qui son livre, c'était La critique et la crise en allemand. Ça a été traduit différemment en France, mais ça veut dire que les deux mots en fait viennent de la même racine et très longtemps ont été interchangeables. Alors, on parlait de discrimination aussi, ça veut donc dire qu'il y a la notion de choix aussi dans une crise. La notion de choix. On décide, on oriente. Voilà. Exactement. En ce sens, je parlais de la crise dans la justice grecque, c'est un choix. C'est-à-dire ce choix a été fait, d'ailleurs, uniquement par le jury. C'est-à-dire que c'était une justice démocratique et qui tranchait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'appel d'ailleurs. Il n'y avait pas de possibilité d'appel. Il s'agissait d'un choix, effectivement, pour trancher une situation. Donc c'est ça le véritable sens du mot crise. C'est pas l'événement en soi, c'est
la façon dont il est traité et dont on arrive à se sortir de cet événement. Donc toute bonne crise bien gérée doit aboutir à une sentence. Oui, voilà. Je comprends bien. Donc la crise, ce n'est pas que de la souffrance. Ça peut être aussi la façon de gérer, de faire face et de résoudre un problème, quelque part. Oui, tout à fait. En plus, par exemple, dans le livre, j'accorde beaucoup d'importance à l'idée de crise dans les sciences. Oui. Et là, c'est très très important, c'est vital, puisqu'en fait, la crise dans les sciences, c'est quand on a des théories acceptées qui ne marchent plus. Donc, on essaye de faire des petits accommodements ad hoc, comme on dit. Ad hoc. Ça ne marche pas. Et c'est à ce moment-là que intervient la révolution scientifique, c'est-à-dire que dans les sciences, c'est là où le mot crise a le plus de sens et le sens le plus important. C'est-à-dire la crise dans les sciences amène ce qu'on appelle les révolutions scientifiques, c'est-à-dire celle de Galilée, puis après celle d'Einstein, etc. Donc c'est vital, c'est-à-dire la crise dans les sciences redonne au mot crise son sens le plus important, qui a un sens philosophique et même métaphysique. Alors Patrice Bollon, qu'est-ce qui a fait que ce mot crise est devenu synonyme de tragédie, passez-moi l'expression, bordel, pagaille, panique, angoisse? Pourquoi il s'est tragédifié, si je puis dire ainsi, alors qu'au départ c'est un constat? Ben oui, mais alors ça se passe sur beaucoup de mots. Par exemple, le mot paradigme, qui est très important dans les sciences. Donc, par exemple, les révolutions scientifiques, c'est des changements de paradigme. Alors, redites-nous ce qu'est un paradigme pour nos auditeurs. Un paradigme. Ben, un paradigme, c'est ce qui... c'est une conception du monde, en fait. Et c'est même plus qu'une conception du monde. Les grandes révolutions scientifiques, par exemple, on change pas la vision du monde, on change de monde. Quasiment. Et alors effectivement, donc c'est ça le paradigme, c'est la nouvelle façon de concevoir le monde. Et là, pareillement, comme dans le mot crise, il y a eu une inflation d'utilisation. Dans le domaine culinaire que vous connaissez partout, on parle de paradigme, nouveau paradigme culinaire. Et quand même, c'est se jouer avec les mots, parce que le mot en lui-même a une importance fondamentale, et comme celui de crise. Alors pourquoi il y a eu cette inflation? C'est la facilité, je crois, le fait que le mot est quand même attirant. Le mot crise, et c'est pour ça que je ne le réfute pas et j'essaye de le garder pour lui donner un contenu véritable. Il existe dans toutes les langues ou non à peu près? En espagnol, je sais que c'est crisis, en italien aussi. Est-ce que les anglo-saxons, les cultures germaniques ont aussi leur... crisis, etc. Oui, c'est une racine indo-européenne, en fait. D'accord, c'est hellénique, mais avant il y a une racine en européen. Ça vient, enfin, vous savez, avec le fait que l'idée des racines indo-européennes n'est pas acceptée par tout le monde, mais disons que c'est la racine indo-européenne qu'on appelle cré ou cri, qu'on retrouve dans discrimination, dans crible. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, bien sûr. Et alors effectivement, après, c'est le mot grec qui est venu, crisis, qui a donné toutes les déclinaisons très proches d'ailleurs du terme original, puisque crisis en anglais, crise en allemand, etc. Enfin, Je suis avec Patrice Bollon, auteur de La crise, le mot, la chose, l'histoire aux éditions du Cerf. Nous dissertons avec beaucoup de précision sur ce terme qui nous accompagne dans notre vie quotidienne, qui défraye l'actualité, dont on estime qu'il aujourd'hui est une définition du monde. Et pourtant, Patrice Bollon nous explique que le sens de ce mot très intéressant ne signifie pas forcément que les choses ne vont pas s'arranger. Je suis persuadé, auditrices et auditeurs de Sud Radio, que ce terme crise vous interpelle également, que vous avez des questions à poser, que vous-même, vous êtes peut-être en crise, et peut-être que le docteur Bollon va savoir si c'est une bonne crise ou une mauvaise crise. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prend votre appel et votre question. Posez-nous la question que vous voulez. Voilà, le mot crise vous inspire quelque chose dans l'histoire, dans votre connaissance, et Patrice Bollon se fera une joie. Voilà, et un honneur de vous y répondre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Patrice Bollon, un esprit très éclairé qui illumine notre conscience sur les enjeux de la crise avec un ouvrage passionnant, Crise, le mot, la chose, l'histoire,
publié aux éditions du CERF. Patrice Baullon, on était en train de voir les différentes facettes, les différentes approches du mot crise. Là, je voudrais qu'on s'approche à ce qui nous touche là en ce moment avec l'actualité, comment l'idée investit l'histoire et la politique. Je cite cette phrase de Robespierre, on va remonter un peu dans le temps, mais on va revenir à une époque plus contemporaine. Il parle de la guerre, lui-même, il est très méfiant, et il dit, mais la guerre, dans la fin de son discours devant la Convention, mais la guerre au dehors, provoquée et dirigée par le gouvernement dans les circonstances où nous sommes, est un mouvement à contresens. C'est une crise qui peut conduire à la mort du corps politique. Donc il parle que cette guerre, j'allais dire que la révolution mène contre les monarchies extérieures, il la vit comme une crise. Oui. Et il la vit comme une... c'est le problème, ça revient à l'interprétation dont je parlais tout à l'heure de la médecine. Oui. C'est-à-dire que la crise, elle a plusieurs... C'est la réaction du corps, donc par rapport à un mal, et qui peut conduire soit à la guérison ou soit à la mort en fait. Et donc effectivement, c'est en ce sens-là que Robespierre utilise le terme de crise, qu'effectivement la crise peut avoir toujours un dénouement fatal. Mais en fait, si on regarde bien en médecine, parce que je parle beaucoup de la médecine, parce que c'est vraiment... Je vois que vous faites, dans l'ouvrage, vous faites souvent des collusions, justement, en disant que le phénomène est le même, quelque part. Oui, tout à fait. Je fais un parallèle entre la crise selon Hippocrate et la crise chez Marx, oui, par exemple, où on retrouve les mêmes mécanismes. En fait, c'est un problème de pathologie. Sans rentrer trop dans des considérations techniques, il y a des pathologies politiques, des pathologies sociales, des pathologies médicales, et elles aboutissent ou pas à une crise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la phrase même d'Hippocrate, et je crois que je la donne, c'est-à-dire que la crise, c'est un événement qui conduit ou à la guérison, ou à une autre, à une transformation de la maladie en une autre, ou à la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où les choses se décident, et où il y a un choix par rapport à la situation primaire du malade, quoi. Patrice Baullon, vous ne franchissez pas le cap, mais est-ce que finalement la crise, c'est pas la vie, tout simplement, ou un des symptômes, ou une des manifestations de la vie? Je crois que je le dis à la fin, en fait, mais peut-être, dans une phrase. Oui. Mais là, je vous le fais dire carrément à l'antenne. La crise, oui, c'est la vie. Pour rassurer ceux qui sont en crise, ça veut dire qu'ils sont en vie. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de crise, on est d'accord. Exactement. Et puis, la crise, c'est l'occasion de surmonter un problème, mais sauf que c'est pas toujours facile. Et la crise n'est pas, il y a des crises qui ne sont pas récupérables. C'est une évidence, c'est parce que par exemple, à un moment, je mets en question l'idée de dialectique, c'est-à-dire de résolution dialectique de tout problème. Or, en fait, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas et qui mènent à la fracture ou à la disparition de l'objet en crise. Alors, pour autant, Patrice Baullon, est-ce que tout accident de l'histoire, est-ce que tout contretemps, vous parliez de fracture à l'instant, qu'elle soit sociale, économique, est-ce que j'allais dire, chaque fois qu'il y a un désordre, et une souffrance et une épreuve, ça doit forcément aboutir ou engendrer une crise, ou ça peut se résoudre sans passer par la crise? Je crois pas, justement. Je crois que les crises sont nécessaires. C'était, encore une fois, l'interprétation d'Hippocrate. Donc il ne faut pas l'éviter, si je comprends bien. Il ne faut pas les éviter, il faut les analyser pour trouver, justement, comme je parlais tout à l'heure, j'ai évoqué dans les sciences, trouver une autre façon de regarder le monde. Et c'est-à-dire basculer dans un nouveau monde. On le voit bien aujourd'hui avec la polycrise, comme on dit, c'est-à-dire une crise qui a plusieurs dimensions, autour de Trump et du Groenland. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on entre dans un autre monde. C'est une évidence. Alors, il y a des gens qui disent qu'on retourne dans le monde d'avant, pour une part, mais c'est en plus un monde nouveau, et donc je crois que c'est une bonne chose, puisque ça nous amène à inventer
une nouvelle représentation du monde et même quasiment un nouveau monde. Et je crois que et c'est en ce sens-là que la crise, effectivement, c'est la vie en fait. Vous voulez dire que éviter une crise ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise ou la repousser ou la contourner, c'est pas forcément une bonne solution. C'est un stade par lequel il faut passer pour résoudre le problème? Oui, c'est une des possibilités. En tout cas, c'était, par exemple, dans la médecine hippocratique, même la crise était conçue comme positive, en définitive. Il y a des phrases même qui la donnent comme... Et alors ça veut dire quoi? Que l'organisme fonctionne, qu'il se défend, qu'il réagit, donc que la vie est en cours, quoi, est en activité. Et même Hippocrate disait que une maladie qui se résout sans crise, puisque ça arrive, en fait, le problème n'a pas été résolu. C'est-à-dire que la crise est quasiment nécessaire, et effectivement, en ce sens-là... Oula, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou vraie guérison sans être passé par le stade de la crise. Sauf si c'est un bobo qui se résout tout seul, mais sinon, ça peut dire que le mal reste caché, puisqu'il n'y a pas de crise qui s'est exprimée, qui a été engendrée par cette douleur. C'était la doctrine d'Hippocrate. Encore, le problème, quand on parle de la doctrine d'Hippocrate, je spécifie, c'est qu'Hippocrate, c'est un mot qui recouvrait une centaine de médecins sur 2 siècles. Hein. Oui. Donc, et puis, donc il y a pas de doctrine unitaire. Mais je crois qu'on peut dire que le mot crise chez Hippocrate, c'est le moment où le mot a atteint presque le stade de concept. Autrement, c'est une notion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas qui manque de rigueur. Et donc, le livre que j'ai fait, c'est pour essayer de retrouver cette rigueur en me méfiant aussi de cette rigueur-là. Hein. C'est-à-dire, mais du moins de rendre à nouveau le mot de crise utilisable dans le débat et dans l'analyse des choses. Donc, pour Hippocrate, éviter la crise, c'est hypocrite, finalement, si je peux faire ce jeu de mots. C'est inefficace, c'est même, on peut dire... c'est même la pire des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, alors, chez Hippocrate, il y avait aussi d'autres considérations sur lesquelles je m'appuie, bien sûr. Qui étaient, pour lui, la nature était le médecin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans le corps un mécanisme qui faisait que la nature guérissait les malades naturellement. Mais ça, il n'est pas le premier médecin. Je vois le docteur Zalman qui publie beaucoup de livres, il dit toujours votre meilleur médecin, c'est votre corps. Oui. Écoutez votre corps, respectez la nature, et la bonne santé, c'est quoi? C'est l'harmonie avec la vie naturelle, quelque part. Oui, sauf qu'en fait, je signale aussi que cette thèse est tout à fait un préjugé, c'est-à-dire puisqu'on connaît des maladies qui sont en fait qui naissent de la nature, c'est-à-dire comme voilà. La nature est cruelle aussi, et on le sait. Vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas je reçois Patrice Bollon pour son ouvrage sur la crise, son décryptage, son décodage, je dirais même, et surtout la manière de l'utiliser, de la vivre, de la comprendre, et ça ouvre des perspectives très intéressantes. L'ouvrage s'appelle Crise de mots, la chose d'histoire, publié aux éditions du Cerf. Vous nous appelez sur Sud Radio parce que, bon, c'est pas une antenne qui est en crise, mais on aime bien traiter la crise. Nous vivons de la crise quelque part, nous autres informateurs, commentateurs, observateurs, mais la crise n'est pas toujours là où on la croit, et il y a peut-être crise quand les gens pensent qu'il n'y en a pas, et il n'y en a pas forcément non plus là où on dit qu'il y a une crise. Vous nous appelez pour poser toutes ces questions qui vous travaillent, si ça vous traverse la tête, une idée, mais n'ayez pas peur, Patrice Bollon répond à tout, et même si vous voulez sortir un peu du concept de crise, vous avez envie de parler de votre existence, de vos doutes, de vos malaises sur notre époque, et comment vous aujourd'hui retrouver espoir dans un monde si difficile, Patrice Bollon, qui a fait tellement de choses dans sa vie, sera tout à fait à même de vous rassurer, de vous apporter la réponse adéquate. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous y êtes d'autant mieux que je reçois Patrice Bollon, auteur de Crise, le mot, la chose d'histoire aux éditions du Cerf. Très important aujourd'hui, nous vivons en crise en permanence, on se réveille avec la crise, on se couche avec la crise. Patrice Bollon fait la part des choses, nous rappelle le sens de ce mot, sa signification. Attention à ne pas voir la crise là où elle n'est pas, et par contre, il faut bien la repérer quand elle est présente. Patrice Bollon, quand on nous parle du mot crise, la première idée qui nous vient, nous, dans le monde occidental, c'est la crise de 29. La crise, c'est d'abord un phénomène économique.
pourtant pas que, mais vous dites si, en économie, il y a des vraies crises. Bah, évidemment, et la chose la plus importante à signaler, c'est qu'en fait, nous avons une conception de l'économie dominante, qui est libérale, et que dans les théories libérales, celle d'Adam Smith, je précise. Le fondateur du libéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ça, celui qui a montré, qui a introduit la fameuse loi de l'offre et de la demande, qui n'est pas seulement l'histoire, c'est une véritable loi, c'est-à-dire que ça veut dire que quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a un mécanisme qui fait retour à l'équilibre en modifiant les prix. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que M. Trump est un bon disciple d'Adam Smith, ce libéralisme de l'offre et de la demande, tout est business? Il a, d'une part, oui, et d'autre part, c'est aussi la politique est aux commandes de l'économie pour lui aussi, puisqu'on le voit bien avec le fait qu'il veut remplacer le dirigeant de la Banque centrale américaine, la fédérale. Il remplace les chefs d'État, donc il peut remplacer les directeurs de banque. Oui, mais ça veut dire qu'il intervient. En fait, c'est un interventionniste économique. C'est tout à la fois. C'est pas très libéral l'interventionnisme pourtant. Pas du tout. Et donc Trump est à la fois très libéral et très interventionniste, et même la politique est aux commandes de l'économie pour lui. En fait, Trump vit la crise, il aime la crise. Quelquefois, il la suscite lui-même, si je comprends bien. Il joue avec la crise. Oui. C'est un crisier. Oui, c'est un crisier, et puis effectivement, c'est le spectacle permanent de la crise, effectivement, avec Trump. Alors que le président Macron, la crise, qu'est-ce qu'il fait? Il la bichonne, il la cajole, il l'engendre pour pouvoir la gérer, ou quelque part on a l'impression qu'il essaie de l'éviter, qu'il n'arrive pas à l'éviter. Est-ce qu'il la gère bien, la crise, le concept de crise? De temps en temps, il a très mal géré, comme avec les gilets jaunes, je viens de dire. Alors ça, c'était une vraie crise, on est d'accord. Ouais, c'était une vraie crise. C'est un bobo avec un verdict et une sentence. Oui, tout à fait. Et donc, pour Macron, moi je trouve quand même qu'il se débrouille bien au niveau international, puisque c'est même devenu quasiment le second personnage politique du monde en ce moment face à Trump. C'est un fait. Et donc, en réalité... je vais vous dire, il a que ça à faire, mais ça il a que ça à faire. Mais ça ne retire rien à son mérite, à son courage. Mais je crois qu'il aime les crises, lui aussi. Il aime les crises. Nous avons Catherine, qui nous appelle de Lyon, Patrice Bollon. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, merci de me prendre. Bon, est-ce que vous êtes en crise, Catherine? Bon, oui, alors c'est pas très facile à dire à l'antenne, mais voilà, je préfère en témoigner. Oui, c'est un sujet. On vous écoute. Et ça n'est pas facile. Ça m'est tombé dessus, donc moi je l'ai pas choisi, je ne suis pas Monsieur Trump. En revanche, là où je rejoins complètement votre invité, c'est Patrice Bollon. Voilà, c'est que ça a levé quelque chose qui est en vrai dysfonctionnement, mais que je ne voyais pas. Et je pense qu'il fallait que je sois mise devant quelque chose que je ne pouvais pas supporter à l'extérieur de moi pour que ça bouge. Je ne vous cache pas que on n'en est pas sorti. Moi, je comprends de cela que la crise, elle est vraiment douloureuse, mais elle portait en elle-même déjà sa guérison, parce que moi j'ai déjà pas mal compris de choses. Et puis si je peux me permettre d'ajouter... Vous faites allusion à quelle crise, Catherine? À la crise... Alors, c'est une crise familiale conjugale. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans révéler de secret, en gros, dans les grandes lignes? C'est un peu délicat, mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert des choses dans mon couple que je ne voyais pas, que je ne peux pas accepter sans me renier moi-même, donc ça n'est pas possible. Et donc j'ai mis en place, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait des choses que je pensais devoir faire, et j'espère de cela toujours des prises de conscience, bien sûr, qui permettent de guérir une relation qui en ce moment est malsaine. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Oui. Ce que je voudrais juste peut-être dire, si vous me permettez... Mais je vous en prie, Catherine, c'est pour ça que je vous ai demandé de nous appeler. Voilà, c'est en quoi elle est en guérison. Vous parliez de la vie, et je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que moi, je fais le constat que la vie m'a apporté cette crise dans le sens où je ne l'ai pas cherchée. Mais la vie aussi, je vois que des choses peuvent être guéries, et c'est sur le plan, moi, j'allais dire, je vis quand même dans la joie malgré tout. Très intéressant ce que vous nous dites, très intéressant. Oui, et je vais vous
vous confier que je suis, sauf que j'ai la foi chrétienne, et pour moi, je vis quelque chose qui est un des messages que quelquefois qui n'est pas compris avec une certaine vision doloriste des choses, c'est que la croix dans l'Évangile, elle est source de vie. Elle est douloureuse, elle est moche, elle est affreuse à regarder, mais en passant et en l'acceptant, elle devient source de vie. Vous voulez dire, Catherine, que la Providence vous aurait envoyé cette crise que vous vivez comme l'occasion de vous reconstruire ou de surmonter l'épreuve? Alors, c'est un peu... Vous parliez du corps tout à l'heure, en disant que dans le corps, il y a quelque chose. Je crois que dans notre relation, il y avait de fait quelque chose qui n'allait pas, qui ne va toujours pas d'ailleurs. Et oui, j'aime beaucoup le mot de providence. Oui, je pense que la providence nous offre la possibilité de guérir ça, par un travail, évidemment, qu'il faut engager. Et que oui, pour moi, c'est une espérance. Voilà. On va demander à son avis au professeur Bollon. Professeur Bollon, est-ce que la crise peut être envoyée par la Providence? Est-ce qu'elle peut être providentielle? Oui, alors j'ai un peu de mal avec ces notions de providence, mais en tout cas... Non, mais d'accord, parce que vous êtes agnostique, hein, je sais bien. En revanche, je trouve très intéressant le témoignage qui a été fait, parce que ça illustre une des dimensions fondamentales des processus de crise, qui révèlent effectivement des problèmes sous-jacents et qui, pour des raisons ou d'autres, ne sont pas dits. C'est le sens d'ailleurs du mot crise en psychologie. Hein. Et c'est aussi, alors j'ai fait un chapitre sur Freud pour montrer que chez Freud, c'est encore plus intéressant parce que pour Freud, en fait, il n'y a pas de crise. Il n'utilise pas du tout le terme de crise. Il nie la crise. Le concept ou... C'est-à-dire qu'il utilise, par exemple, il aurait pu parler de crise oedipienne. C'est pas de ça. Il a éliminé le mot pour parler de complexe, etc., etc. Et en fait, Freud utilise très peu le mot de crise, sauf dans des emplois répertoriés, puisqu'il était médecin. Donc, par exemple, il y a des mots qui ont des significations très précises en médecine, qui utilisent le terme de crise. Mais pour le reste, en fait, il se méfiait du mot de crise. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je crois que pour lui, c'est parce que la crise justement, elle accompagne toute notre vie. La crise, la psyché humaine est sans cesse en crise. Mais là, dans le cas de Catherine vit une épreuve personnelle, une épreuve matrimoniale. Oui. Ça a engendré évidemment un désordre et une souffrance. Elle dit que pour autant, cette crise lui permet de voir les choses peut-être un peu plus claires. C'est un peu ça, Catherine, que vous dites. Mais oui, et monsieur, si je peux me permettre, c'est vrai que la différence avec la crise, c'est qu'elle accompagne... Enfin, moi, ce que je vois, c'est la souffrance qu'il n'y avait pas avant. Et là, il y a une souffrance, mais cette souffrance en elle-même, pour moi, n'est pas forcément la mort. Elle est plutôt signe d'une vie à reconstruire nouvelle, voilà. Ah. Et donc, par rapport à Freud, je me sens à la fois, je comprends Freud et je le rejoins certaines fois, mais là, non. Là, il y a vraiment une souffrance qui n'était pas souhaitée et qui n'est pas normale par rapport à tout ce que nous vivions avant. Voilà. L'échange prend un certain niveau, là, je dois dire, sur Sud Radio. Patrice Bollon, qu'est-ce que vous répondez à Catherine sur cette approche freudienne de la crise? J'entends très bien ce que vous dites, madame. J'avais pas parlé effectivement de l'idée de souffrance, mais elle est tout à fait intégrée même dans la réflexion de Freud, en fait. C'est parce que et je crois que la souffrance, c'est la révélation, effectivement, de quelque chose qui n'apparaissait pas et qui était même rayé de la carte. Donc toutes les crises ont cet aspect positif de faire remonter des problèmes qui avaient été niés ou qui avaient été rejetés. Et effectivement, en ce sens-là, d'ailleurs, la crise apporte aussi sa solution du fait qu'elle met sur le tapis, qu'elle révèle des choses qui allaient mal et qui vont mal. Et je crois, si j'ai bien compris, c'est ce que vous nous avez expliqué. Et donc, de ce point de vue-là, la crise, effectivement, est un phénomène de vie. C'est un signe de vie, en fait. Patrice Bollon, Maud Koffler, qui n'est faite que de joie et de colère, donc il sait ce qu'est la crise. Beaucoup de crise de nerfs aussi. Beaucoup de crise de nerfs, voilà. Maud Koffler, je voulais demander à Patrice. Bollon, le mot crise fait intimement partie du lexique des hommes politiques. Il l'emploie à tout va pour définir toutes sortes de problématiques sociales. La crise politique, économique, les gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ont conscience de l'impact du mot sur
la population, et est-ce que c'est aussi une forme pour eux, alors c'est peut-être complètement complotiste ce que je vous raconte, mais que ce mot va avoir un impact négatif, vous savez, faire peur pour dominer, quoi. Il y a ça forcément, effectivement, et je crois que le problème, l'utilisation du mot crise à tout va, effectivement, est un véritable problème, puisque le terme n'a plus de sens et il n'a un sens que négatif, comme vous venez de dire. C'est pour ça qu'à un moment dans le livre, d'ailleurs, je dis que quand on parle de crise, il est très rare qu'un changement de gouvernement ou soit des véritables crises. Ce sont des péripéties normales de la vie politique. Alors effectivement, il y a une dramatisation, mais qui est de tous les côtés. C'est-à-dire que les politiques dramatisent des événements, que dramatisent aussi ceux qui les écoutent. Et en effet, je trouve ça complètement déplorable. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser le mot de crise qu'à bon escient, à escient même. C'est-à-dire, autrement, ça enlève l'efficacité du terme. Or, le terme, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en choisir d'autres, mais si on regarde bien, c'est un très bon terme, qui d'ailleurs a une importance fondamentale dans notre histoire, puisque il revient sans cesse. Et donc, ce que j'ai voulu faire, mais proposer, puisque c'est pas moi qui décide, c'est essayer de redonner au mot crise son contenu pour éviter éviter les dégradations. Par exemple, crise de foie, je pense qu'on pourrait s'en passer. Les médecins vous disent que ça n'existe pas. Non, ça existe, mais... C'est vrai que le terme n'est pas, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Je crois qu'on devrait garder le mot crise pour des phénomènes vraiment importants qui nous engagent véritablement. Et alors, dans le domaine politique, il y a des grandes crises, c'est pas des changements de gouvernement, quoique certains changements de gouvernement peuvent effectivement être de véritables crises. Et puis il y a aussi le fait que souvent l'emploi comme ça à tout va du mot crise fait que souvent on ne voit pas les vraies crises qui n'ont pas ce nom. C'est-à-dire que ça, c'est ce que moi je suis un grand fan de Keynes et pour moi un des plus grands économistes avec Marx bien sûr, mais il a remarqué souvent que il y avait la crise. Souvent, il y avait des crises que l'on ne voyait pas, et c'était parfois les plus importantes. Patrice Bollon, on va poursuivre cet échange. Merci Catherine pour votre appel. J'espère que vous avez eu en partie réponse à votre question, mais on aura certainement l'occasion de revenir sur le sujet. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec Patrice Bollon, auteur du mot, la chose, l'histoire, la crise, une bonne définition. Vous restez avec nous, vous nous appelez pour poser des questions. Je suis sûr que vous aussi, vous avez quelque part rencontré une crise qui vous est tout à fait personnelle et auquel Patrice Bollon pourra peut-être apporter une solution ou une définition. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 qu'Emmanuel Galasso attend votre appel pour parler de la crise, parce que je reçois Patrice Bollon, auteur de La crise, le mot, la chose, l'histoire aux éditions du Cerf, et nous avons fait un chemin prodigieux dans la compréhension du phénomène, du concept. Patrice Bollon, la crise elle est partout, bien sûr, elle peut être mangée à toutes les sauces. On a vu d'ailleurs, elle est galvaudée, elle est trop utilisée, elle est détournée. La science est souvent sujette à des crises ou à l'origine de crises, le scientifique. Oui, enfin, elle est sujette à des crises, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand les théories dominantes, les théories acceptées, montrent qu'elles ne marchent plus. Et à ce moment-là, il faut changer les bases de ces théories. C'est-à-dire qu'en fait, ça amène à des... les grandes crises en science amènent les révolutions scientifiques. Vous voulez dire quoi? Si la science se trompe, ça va engendrer une crise? Ou au contraire, de ne pas résoudre certains problèmes par la science, on va avoir la crise? Non, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que l'idée de crise dans les sciences... c'est qu'on se trouve dans une situation où les théories qu'on a ne marchent plus. Et donc on essaye de les raccommoder, mais on n'y arrive toujours pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive quelqu'un qui invente une nouvelle conception du monde et fait basculer dans un nouveau monde. C'est-à-dire on peut prendre par exemple l'exemple de Galilée.
Alors là, on dit la révolution galiléenne, vous diriez, vous, la crise galiléenne. Ben, la révolution... Ou copernicienne. Ouais. Non, la révolution galiléenne a suivi la crise de la théorie de la mécanique. On rappelle ce que c'est tout simplement de découvrir que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que la Terre tourne autour du Soleil dans un système planétaire que l'Église réfutait. Oui. Ça crée une révolution, et vous dites que ça engendre une crise, parce qu'à un moment donné, tous les repères sont foutus en l'air. Mais je pensais plus spécifiquement à ce qu'on appelle la mécanique. C'est-à-dire que la mécanique, c'est d'expliquer pourquoi les objets se meuvent. Alors, avant Galilée, je rappelle que tout a commencé avec chez les Grecs, donc avec Aristote. Donc révolution aristotélicienne, là aussi c'est un terme qui existe. Oui, donc vous parlez de crise aristotélicienne. Donc il expliquait que les choses se mouvaient par le fait que chaque chose avait sa place référenciée dans le monde. Et donc quand un objet tombait d'un arbre, par exemple, ça voulait dire que cet objet retournait à sa place déterminée. Voilà. C'était ça la théorie de la mécanique avant Galilée. Alors après il y a eu la théorie moyenâgeuse, mais je passe. Ouais. Hein. Oui, bien sûr, oui, vous reviendrez pour nous parler de ça. Exactement. Même Einstein dit qu'un objet, une fois qu'il est arrêté, en fait, il continue à bouger. Il y a un mouvement qui continue dans la mécanique. Et donc, en quoi ça engendre une crise, ce constat d'un autre ordre des choses, une découverte d'un autre phénomène? Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que cette théorie aristotélicienne, elle marchait, en fait, sauf qu'il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas, qui étaient incompréhensibles. Et donc, la révolution scientifique, c'est changer ce paradigme, c'est-à-dire la façon dont on voit le monde, et lui proposer un nouveau. C'est ce qu'a fait aussi Einstein, puisque avant, dans la conception du monde, l'espace et le temps étaient deux domaines complètement séparés. Vous voulez dire que ça permet de mieux comprendre? Est-ce que le fait de passer par le stade de crise permet de poser plus clairement les enjeux, les problèmes, les phénomènes? Évidemment, et c'est surtout que ça permet de forger une nouvelle représentation qui donne une nouvelle impulsion à la science. Par exemple, il y a une chose extrêmement drôle, c'est que dans chimie, la grande révolution scientifique, c'est le XVIIIe siècle avec Lavoisier. Oui. Alors il faut savoir qu'avant, on expliquait la combustion des choses par l'idée qu'il y avait dans chaque objet qui brûlait une sorte de matière, qu'on appelait, j'ai oublié sur le moment, mais je rappelle la formule de Lavoisier, philosophique: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, mais on expliquait, avant Lavoisier, on expliquait la combustion d'un objet par le fait que chaque objet possédait une sorte de matière invisible, impondérable, c'est-à-dire sans poids, qu'on appelait le phlogon. C'est une théorie, donc il faut se rendre compte que c'était la théorie dominante jusqu'il y a seulement 3 siècles. Et aujourd'hui, ça nous semble invraisemblable. Oui. Et en fait, ça expliquait beaucoup de choses. Et c'est là que la science, la chimie, a eu des problèmes comme ça pendant plus d'1 siècle, en cherchant. Et c'est là que Lavoisier a introduit l'idée de l'oxygène, puisque... Il y a des matières invisibles qui administrent le monde. Patrice Bollon, pour rester, on conclut là l'émission, mais je voudrais revenir à l'actualité qui nous touche. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une crise en elle-même? Elle peut engendrer une crise? Est-ce qu'elle est la conclusion d'une crise? Est-ce qu'elle est un phénomène criseux? Je dirais a priori pas forcément, c'est-à-dire que c'est une innovation qui pose beaucoup de problèmes, mais qui ouvre beaucoup de perspectives. C'est-à-dire que si on prend la médecine, c'est très important. Comment dirais-je, l'analyse la détermination des problèmes d'un homme ou d'une femme, à partir de la détermination du verdict, en fait, et se fait beaucoup aidée par l'intelligence artificielle, puisqu'elle peut utiliser des milliards de cas et donc donner des réponses sur le diagnostic. Donc l'intelligence artificielle, à mon avis, va poser des problèmes, mais elle n'est pas en elle-même
un phénomène qui apporte la crise. Mais il va en apporter, c'est une évidence. Vous dites en conclusion de votre ouvrage, à propos de la crise, la seule façon pour nous de nous porter à la hauteur de la mission qui nous incombe, accoucher d'un monde qui ne soit pas la poursuite anachronique et dégradée de l'ancien, mais un complet, nouvel univers vivant. Ça, c'est un sujet de jolie crise aussi, on est d'accord? Oui, mais je suis fondamentalement opposé à toutes les pensées « c'était mieux avant ». C'est-à-dire que je reste ouvert à... Je pense que on n'a pas... C'est un mauvais calcul mais le problème, c'est qu'il faut savoir inventer et savoir le faire, et à bon escient, et c'est très compliqué. Merci Patrice Bollon d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la crise. Je rappelle le nom de l'ouvrage, Crise, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. Ça va vous éclairer sur ce phénomène avec lequel on vit tous les jours. Ma chère Maud, on se dit à lundi prochain. On se dit à lundi prochain. On vous retrouve avec plein de bonnes choses à vous raconter. Pas toujours bonnes choses. Il va s'en passer des choses ce week-end. Il va s'en passer des choses. Reposez-vous bien. Demain, vous retrouvez André Berkoff. Absolument. Et tout de suite. La France sera toujours dans tous ses états. Et là, alors la crise, je ne sais pas si c'est une crise sentimentale, mais Brigitte Lahaie va nous parler aussi des sentiments humains.